Bonjour et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'audition qui a eu lieu le 26 juillet 2023 à 10h heure américaine et 16h heure française. Alors on va faire en fait un condensé de ce qui s'est passé. Ensuite, je vais faire un décryptage et une analyse critique en fait de ce qui s'est passé. Vous pouvez déjà regarder la vidéo qui a été faite précédemment concernant la revue de presse, concernant en fait la vision, l'analyse des médias en général concernant cette audition sous serment au Congrès. Voilà, alors on va commencer tout de suite par un petit condensé, une petite vidéo du Parisien qui donne en fait un bref aperçu, puis après on va regarder des extraits d'audition, pas très longues, je vous rassure, sous-titré en français, donc ça permettra déjà que vous ayez un petit peu plus d'informations, parce que je ne peux pas tout traduire. Et donc je vais vous présenter en fait l'ensemble du dossier, de ce qui s'est passé, et puis je vais vous donner mon avis personnel concernant cela, et quelles sont quelque part les orientations que ça prend, en fait, tout simplement. Bien sûr, on aura deux informations parce que j'ai une information qui est arrivée ce matin concernant un article de loi aux États-Unis qui est paru là le 27 au matin, hier, et il vient d'être voté au Sénat. Ça concerne justement cette affaire. Donc, je reviendrai sur une news concernant cet article de loi qui vient d'être voté. Et là, pour l'instant, on va s'attarder sur ce qui s'est passé au Congrès. Ça va vous permettre en fait d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, donc on va regarder tout de suite justement la vidéo du Parisien. C'est un petit condensé, hein, ça permet en fait d'avoir un peu une vue d'ensemble très courte, hein. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred? Certainly, Donc like David Grosch, discussed publicly previously in 1930s. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on. donc on Excessive a classification practices Ryan keep Graves, crucial information hidden. donc un pilote. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. Et on a donc David Fravor à propos de la fameuse vidéo du Tic Tac de 2004. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had. You're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. If you believe we have crashed craft, stated earlier, Voilà, fameuse do we have the question. bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Voilà, on va revenir sur les déclarations de David Grosch aussi. Vous allez savoir pourquoi j'ai une orientation un petit peu différente, un avis un petit peu différent. Voilà donc pour cette vidéo. Donc on va tout de suite en fait s'attaquer à trois auditions. Alors c'est des courtes vidéos qui sont sous-titrées par YouTube, donc faites attention quand même à la traduction. Et puis on va pouvoir faire ensuite un peu une analyse de l'ensemble, un décryptage de l'ensemble,
et je vais vous donner en fait mon avis personnel vis-à-vis justement de cette affaire, de cette audition, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va regarder tout de suite Ryan Grave, donc pilote, qui va nous expliquer en fait, qui a expliqué au Congrès sous serment donc ce qui lui est arrivé. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers, and I was stationed at NAS Oceana in Virginia Beach. After upgrades were made to our jet's radar systems, we began detecting unknown objects operating in our airspace. At first, we assumed they were radar errors, but soon we began to correlate the radar tracks with multiple onboard sensors, including infrared systems, eventually through visual ID. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Voilà donc voilà pour cette vidéo de Ryan Grave. Alors c'est court mais c'est un condensé en fait, c'est ce qui est le plus important en fait quelque part dans ce qu'il raconte, même si après il y a eu des questions qui ont été répétées et on va savoir pourquoi en fait des questions ont été répétées, même si j'ai assisté à 2 lives en fait puisque j'étais en fait sur 2 canaux différents qui étaient traduits en français par les animateurs de ces chaînes et il y a en fait des répétitions en fait de questions, ça saoulait un petit peu en fait les animateurs, enfin du moins des animateurs d'une chaîne, et c'est normal que ça soit répété parce que c'est réenregistré dans les archives historiques du Congrès, donc c'est pour ça qu'on répète plusieurs fois la question. En fait c'est la méthodologie, c'est-à-dire que par moment ils leur demandent en fait s'ils veulent être enregistrés ou pas, ou vous serez enregistrés, ou des fois ils le disent pas, ils répètent la question et ils enregistrent. Donc voilà comment que ça se passe. On va passer tout de suite à David Grush. Donc en fait on va faire de gauche à droite lors de la participation donc de ces personnes au Congrès. Alors c'est parti. Alors là on passe à David Grush. Alors c'est un petit peu plus long, je crois. Testimony of David Grush, who, until recently, worked at the National Geospatial Agency, NGA, as an intelligence officer. He was one of the chief officers charged with analyzing reports of unidentified anomalous phenomena, UAP, and also transmedium object analysis, reporting directly to the UAP task force. He claimed that the United States... Voilà, ça commence. Mr. Grush? Voilà. Mr. Chairman, ranking members and congressmen, thank you. I'm happy to be here. This is an important issue, and I'm grateful for your time. My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, both in the U.S. Air Force, both active duty, Air National Guard, and Reserve, at the rank of major, and most recently from 2021 to 2025, or excuse me, 2023, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, at the GS-15 civilian level, which is the military equivalent of a full bird colonel. I was my agency's co-lead in unidentified anomalous phenomena and transmedium object analysis, as well as reporting to the UAP task force, UAPTF, and eventually, once it was established, the All Domain Anomaly Resolution Office, AARO. I became a whistleblower
through a PPD 19 urgent concern filing in May 2022 with the Intelligence Community Inspector General. Following concerning reports from multiple esteemed and credentialed current and former military and intelligence community individuals that the U.S. government is operating with secrecy above congressional oversight with regards to UAPs. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country, many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and my various colleagues. I have taken every step I can to corroborate this evidence over a period of 4 years while I was with the UAP Task Force, and do my due diligence on the individual sharing it. This is because of these steps, I believe strongly in the importance of bringing this information before you. I am driven by a commitment of both truth and transparency, rooted in our inherent duty to uphold the United States Constitution and protect the American people. I'm asking Congress to hold our government to this standard and thoroughly investigate these claims. But as I stand here under oath now, I am speaking to the facts as I've been told them. In the U.S. Air Force, in my National Reconnaissance Office, NRO, reservist capacity, I was a member of the UAP Task Force from 2019 to 2021. I served at the NRO Operations Center on the Director's Briefing staff, which included the coordination of the Presidential Daily Brief and supporting variety of contingency operations, which I was the Reserve Intelligence Division Chief backup. In 2019, the UAP Task Force Director asked me to identify all special access programs and controlled access programs, also known as SAPs and CAPs, we needed to satisfy our congressionally mandated mission, and we were direct report at the time to the DepSecDef. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant departments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. I made the decision, based on the data I collected, to report this information to my superiors and multiple inspectors general, and in effect becoming a whistleblower. As you know, I've suffered retaliation for my decision, il aurait subi des représailles, my actions will ultimately lead to a positive outcome of increased transparency. Thank you, and I'm happy to answer your questions. Mr. Grush, in your complaint to the Intelligence Community Inspector General, you claim that you believe information is being hidden. What kind of information do you think was hidden, and do you think it should remain hidden? Alors on va passer là au Yes, I can speak to that very briefly in unclassified manner. As you know, the preponderance of my complaint was classified to the intelligence communities. Both material acquisition and exploitation activity, also baselining the UAPs but not sharing it with intelligence professionals that are actually doing step briefs to pilots, that kind of information. Yeah. Mr. Grush, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing. Donc, il pense que le gouvernement and where? est en possession, excusez-moi, d'objets. Selon les 40 personnes qu'il a interviewées, du moins qu'il a questionnées. Being involved in the process to get those answered. I know there'll be a lot of questions from other committee members, so I yield back. Mr. Grush, thank you for being here, brother. Thank you all very much. Have you faced any retaliation or reprisals for any of your testimony or anything? Alors, il parle de représailles. On va avancer un tout petit peu pour écouter quand même le passage. Il fait 43 minutes. Mais je vous invite à regarder, puisqu'en plus on peut le traduire. Donc la traduction, elle est pas tout à fait exacte dans les mots, mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est correct. Alors, je ne sais pas quel amendement...
on the unidentified anomalous phenomenon task force created Là, il y a des questions quand même qui sont vraiment très importantes. Alors, il y en a d'autres qui sont un petit peu fatigantes. Ah, voilà. Donc, il y a un passage qui est quand même... Voilà, il parle en fait de vaisseaux non humains. Enfin, est-ce que le gouvernement a pris contact avec des extraterrestres intelligents? Il ne peut pas discuter en public. Et justement, on va revenir là-dessus. Par rapport justement à la rétention d'informations qu'il fait vis-à-vis de son niveau de classification et de la classification de l'information. Mais pour moi, il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes vis-à-vis de cette position, ce positionnement. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Donc voilà, il parle toujours de personnes en fait, et pas de lui-même. The specific documentation I would have to talk to Niskif about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question. Donc là, il y a une mauvaise traduction, mais c'était une audience en privé. What agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? C'est la partie la plus intéressante en fait. You probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, etc. Madame Mace. Get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there. I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals. Voilà, il y a une liste de témoins coopératifs et il y a des hostiles qui peuvent témoigner, mais qui sont hostiles à témoigner. Et il y aura une liste de personnes. Mr. Grush, I might have asked this before, but I want to make sure. Do you have any personal knowledge of someone who's possibly been injured working on legacy UAP reverse engineering? Yes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été blessées lors d'études sur la rétro-ingénierie concernant ces objets? Donc il dit oui. Type radioactif ou pas, enfin, il se pose des questions. Des syndromes. I can't get into specifics, but you could imagine assessing an unknown unknown. There's a lot of potentialities you can't fully prepare for. How do you think we ought to handle UAP whistleblower complaints like yours in the future? Yeah, there was some issue with mine. So, PPD-19 process, it goes to the Intel committees, either through PPD-19 or ICD-120. There's not a good way for the Intelligence Community Inspector General to provide that to other committees. And I asked my information to be sent to the House and Senate Armed Services Committee because there are Title X equities at play, but there was no smooth process to do so. Yeah. It's a trash can. Ouais, encore des problèmes de traduction, désolé. Non-terrestrial craft. Personally, yes. On peut facilement deviner ce qu'il dit en fait. You know any that would be willing to testify if there were protections for them? Ouais. Certainly closed door and assurances that breaking their NDA, they're not going to get administratively punished for so. Yeah. I yield, Mr. Chairman. Chairman, I'd like to submit for the record an article by News Nation, and it follows Mr. Grush's full interview for the record. Without objection. Thank you. Mr. Grush, why is it that you refer to the phenomenon as non-human intelligence? Why deviate from the basis of extraterrestrial life? Alors, voilà, pourquoi en fait il dit plutôt non humain qu'extraterrestre. Voilà, je pense que le phénomène est très complexe. Voilà, et là je veux en venir là. Ce qui balaye en fait ce qu'on voit actuellement sur Internet. Il pourrait s'agir d'une origine extraterrestre traditionnelle. Okay, and referring Faut to garder the News l'esprit, Nation il interview, you had faut être très ouvert en fait. specific treaties between governments. Il parle de complexité. Article 3 of the Nuclear Arms Treaty with Russia identifies UAPs. It specifically On va mentions pouvoir them. après, quand on va To your décrypter, on va knowledge, pouvoir en are parler. there safety measures in place with foreign governments or other superpowers to avoid an escalatory situation in the event that a UAP malevolent event occurs?
Yeah, you're referring to actual public treaty in the UN Register. It's funny you mentioned that. Yeah, the Agreement on Measures to Reduce the Risk of Outbreak of Nuclear War signed in 1971. Unclassified treaty publicly available. And if you cite the George Washington University National Security Archives, you will find... Voilà, donc pour David Grush, alors là c'était la fin de son intervention. Alors c'était son intervention principale. Ensuite il y a eu toute une série de questions de la part en fait des membres du Congrès. Donc à partir de là, on avait quand même des informations assez intéressantes. Néanmoins, dans le domaine du décryptage, moi ça m'intéresse pas mal parce que on voit que ce qu'il raconte n'est pas obligatoirement ce qu'on voit sur Internet ou ce que les gens pensent. Et donc tous ceux en fait qui s'attachent à leurs convictions personnelles, comme j'ai vu dans certaines vidéos, dans certains animateurs YouTube, ils s'attachent à leurs convictions personnelles pour donner une forme justement à ce qu'il explique, alors que lui il explique très bien qu'en fait tout simplement que c'est autre chose. Voilà, donc là il faut faire taire les convictions quand vous décryptez en fait ces analyses, vous les écoutez 2-3 fois, vous revenez 2-3 fois dessus, vous les décryptez, mais vous prenez beaucoup de recul et vous laissez tomber vos convictions personnelles pour pouvoir vraiment prendre les choses vraiment d'une manière factuelle, ce qui n'est pas fait dans la plupart des commentateurs en ufologie sur YouTube, puisqu'en fait ils sont entraînés par leurs convictions personnelles. Et pour eux c'est du lourd, alors qu'en fait c'est du vide. Voilà, enfin bref. Je vais passer maintenant au troisième. Alors, il s'agit pour moi du cas le plus intéressant. Il s'agit de David Fravor, qui est pilote de chasse. Alors c'est la fameuse affaire du Tic Tac en 2004, l'affaire du Nimitz. Donc on va écouter ça, je crois que c'est assez court. Oui voilà, ça dure 5 minutes, donc on va pouvoir se le faire entièrement. Et ensuite on va faire le décryptage de ce qui s'est passé donc ce 26 juillet 2023 à 10h aux États-Unis et à 16h hors française. Allez, c'est parti. Thank you, Mr. Chairman, Congressmen, Congresswomen. I want to first thank you for the invitation to speak to the committee on the UAP topic that has been in the news for the past 6 years and seems to be continuing to gain momentum. As you know, my name is David Fravor. I'm a retired commander in the United States Navy. In 2004, I was a commanding officer of Strike Fighter Squadron 41, the world-famous Black Aces. We were attached to Carrier Wing 11, stationed on board the USS Nimitz, and had begun a 2-month workup cycle off the coast of California. On this day, we were scheduled for a 2v2 air-to-air training with the USS Princeton as our Donc control. c'était lors d'un programme d'entraînement. When we launched off Nimitz, my wingman was joining up. We were told that the training was going to be suspended and we were going to proceed with real-world tasking. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. The controller had told us that these objects had been observed for over 2 weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up, for those who don't realize, above 80,000 feet. Donc il explique le cas. We arrived at the location at approximately 20,000 feet, and the controller called merge plot, which means that our radar blip was now in the same resolution cell as the contact. As we looked around, we noticed that we saw some whitewater off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no whitecaps from waves. So the whitewater stood out in a large blue ocean. All four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down and saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the tic-tac. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. We continued down another 270 degrees nose low where the tic-tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the tic-tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet, and the tic-tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingman, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. We immediately turned back to see where the whitewater was at, and it was gone also.
So as you started to turn back towards the east, the controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cap point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." We returned to Nimitz. We were taking off our gear. We were talking to one of my crews that was getting ready to launch. We mentioned it to them, and they went out and luckily got the video that you see, that 90-second video. What you don't see is the radar tape that was never released, and we don't know where it's at, of the active jamming that the object put on an APG-73 radar, and I can get into modes later if you're interested. What is shocking to us is that the incident was never investigated. None of my crew were ever questioned. Tapes were never taken, and after a couple of days, it turned into a great story with friends. It wasn't until 2009 until Jay Stratton had contacted me to investigate. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre service qui n'a pas fait une enquête. Pour lui, de sa partie, il n'y a pas eu d'enquête. Years later, I was contacted by the other pilot, Alex Dietrich, and asked if I'd been contacted, and I said no, but I'm willing to talk. I was contacted by Mr. Elizondo, and we talked for a short period of time, and he said we'd be in contact. A few weeks after that, I was made aware that Lou had left the Pentagon in protest and joined forces with Tom DeLonge, Chris Mellon, Steve Justice, and others to form Two Stars Academy, an organization that pressed the issue with leading industry experts and U.S. government officials. Il parle de ce qui s'est passé après 2017, hein, à propos de Two Star Academy, les sticking, etc. Et Luis Elizondo, et bien sûr l'article du Times en 2017. Those articles open the door for the government and public that cannot be closed. It has led to an interest from our elected officials who are not focused on little green men, but figuring out where these craft are, where are they from, the technology they possess, how do they operate. It also led to the Whistleblower Protection Act and the NDAA. There are multiple witnesses coming forward to say that have firsthand knowledge, and Mr. Grush just covered that. What concerns me is that there's no oversight from our elected officials on anything associated with our government processing or working on craft. Believe not from this world. This issue is not a full public disclosure that could undermine national security, but it is about ensuring that our system of checks and balances works across all work done in the government using taxpayer funds. Relative to government programs, even unacknowledged WAVE programs have some level of oversight by the appropriate committee members in the House and Senate, and this work that is said to be occurring from whistleblower testimonies should not be exempt. In closing, I would like to say that the Tic Tac object we engaged in 2004 was far superior to anything that we had on time, have today, or are looking to develop in the next 10 years. If we in fact have programs that possess this technology, it needs to have oversight from those people that the citizens of this great country elected in office to represent what is best for the United States and best for the citizens. I thank you for your time. Thank you very much. Thank you. Voilà donc pour l'ensemble en fait de ces vidéos. Donc personnellement, on va éteindre ça. Voilà. Donc hop et voilà. Donc personnellement, pour donner mon avis sur la question, c'était alors déjà du point de vue sociologique, c'était un monument. D'un point de vue sociologique, c'est un monument. Pourquoi ? Parce que ça crédibilise le fait qu'il y ait des phénomènes aériens non conventionnels, c'est-à-dire dans l'espace aérien. Ce qu'il y a de plus intéressant pour moi, alors là ça va peut-être poser une contradiction avec beaucoup d'entre vous, beaucoup peut-être de spécialistes de la question, etc. Ce n'est pas David Grush qui était le plus important, c'était bien Ryan Graves et David Fravor. Pourquoi ? Parce que les données qu'ils ont données, ils sont mesurables. C'est-à-dire que là, on n'avait pas, apparemment il y aura une photographie des vidéos et des indications télémétriques concernant les observations de Ryan Graves, donc lors d'une opération d'entraînement. Donc il s'agit en fait de l'observation. En fait, dans son interview, il y a plus de détails, enfin dans son audition plutôt, il y a plus de détails concernant en fait cette observation, parce qu'il s'agit en fait des espèces de sphères avec des cubes à l'intérieur. Alors, ceux qui pensent aux soucoupes volantes, là, vous pouvez les ranger dans un placard à double tour. Donc, la problématique de ça, c'est que on s'est focalisé, c'est ce que je disais à propos des médias, sur David Grush. Sauf que le meilleur cas qui a été présenté, en tout cas celui qui est quantifiable, celui qui peut être analysé et qui a sûrement été observé par différentes caméras, puisqu'on n'a pas toutes les vidéos en fait qui ont été déclassifiées à propos du Tic Tac, pour la bonne et simple raison qu'il y avait plusieurs bâtiments de guerre. Et donc s'il y a plusieurs bâtiments de guerre, il y a plusieurs en fait caméras, il y a plusieurs en fait analyses télémétriques à bord pour pouvoir en fait mesurer, regarder ce qui se passe autour.
Donc on n'a pas tout, mais c'est le cas le plus sérieux, c'est le cas le plus solide d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que là, on a à la fois donc le témoignage du pilote ou des pilotes, puisqu'ils étaient plusieurs, et on a en même temps les vidéos. D'accord? Ça, c'est des données quantifiables. Ça, c'est de la matière. On a souvent reproché en fait à l'ufologie ou à l'étude des phénomènes aériens non conventionnels de ne pas avoir de matière. Là, on a de la matière. On a quelqu'un qui témoigne sous serment, qui a vu ça avec plusieurs pilotes, et d'autres pilotes d'ailleurs on ne voit pas là dans cet extrait d'interview parce qu'il dure 43 minutes, mais après il y a eu des questions, etc. Il dit qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à témoigner à propos de l'affaire du Tic-Tac de 2004. Donc il ne serait pas seul en fait à témoigner, puisqu'il a dit qu'à peu près, je crois qu'ils étaient 8 personnes ou 12 personnes en fait à avoir directement observé en fait le phénomène, mais en même temps il a dû être filmé, c'est ce que je disais, il a dû être filmé ou être mesuré sur des points de vue télémétriques, etc. Infrarouges, différentes infrarouges, pour pouvoir en fait observer, parce que l'armée, forcément, comme toute armée, quand elle voit quelque chose dans son ciel, qu'elle ne connaît pas, elle le filme, elle l'intercepte. Je rappelle donc le but d'un militaire lorsqu'il en fait s'il surveille son espace aérien, c'est tout simplement d'identifier, d'intercepter et de détruire. Donc là, dans ces cas-là, c'était plutôt de l'observation. Voilà. Alors pour moi, dans cette audition, je le dis personnellement, c'est pas Grosh le plus important. Pourquoi? Parce que David Grosh, il ne fait que des allégations. C'est-à-dire qu'il a eu 40 personnes, il y a eu 40 personnes avec qui il a fait avec lesquelles il a fait des enquêtes, etc. Il a enquêté en fait, on lui a demandé d'enquêter, il a rencontré 40 personnes lors de son travail, je crois que pendant 4 ans à peu près, et donc les 40 personnes lui ont raconté qu'en fait on détenait des objets, qu'il y avait des espèces d'entités biologiques, que les bases américaines, dans certaines bases américaines, il y avait effectivement des objets, il y avait aussi différents des débris, que ça a causé des maladies, puisqu'il y a eu apparemment des travaux en rétro-ingénierie donc sur ces appareils, etc. Enfin bref. Mais le problème, le problème de ça, c'est qu'en fait, les cas les plus solides, c'était celui qui était à gauche et celui qui était à droite, et pas celui qui était au milieu. Parce que là, on peut, avec William Gaz, avoir des données plus tard, qui seront peut-être déclassifiées par rapport à une photo, des vidéos, etc., sur ce qu'ils ont observé en entraînement. Là, pour l'instant, on ne les a pas. Mais de la part d'un pilote chevronné, c'est intéressant ce qu'il dit. D'un point de vue scientifique, c'est intéressant, mais d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. Et là, on a vraiment de la matière, parce qu'ils étaient dans les faits. Et malheureusement, David Grush n'est pas dans les faits. Il était à l'intérieur d'une structure avec différents silos de sécurité intérieure, de confidentielle défense, des silos de confidentielle défense, c'est-à-dire des accréditations à plusieurs niveaux. C'est un fait qu'il ait eu accès à certains éléments, je ne le nie pas, mais il ne fait que des allégations d'autres personnes. On lui a dit. Donc le problème, c'est que David Grush n'a pas vu d'objet, il le dit bien, il n'a pas vu d'entité biologique, il dit qu'il rapporte que le gouvernement aurait des corps, entre guillemets, d'entités non humaines, mais lui, il les a pas vus, c'est ce que je veux dire. Alors, on a vu pour moi, c'est pas en fait le plus intéressant de ce qu'il a dit. C'est pas ce côté sensationnel que tout le monde a repris, tout simplement. Pour moi, ce qui est le plus intéressant chez David Grush, c'est qu'il a parlé pendant les 2h30, donc là on le voit pas. Il a parlé de manipulation d'opinion publique, de désinformation depuis des décennies. C'est-à-dire que il a parlé d'opérations d'opérations de désinformation au sein des États-Unis, qui a sûrement eu des répercussions au niveau mondial. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est la manipulation d'opinion dont il parle. Donc, le fait que le gouvernement, le Pentagone en particulier, fait de la rétention d'informations,
Ça, bon, ça peut être normal parce que ça fait partie de la sécurité nationale, etc. Mais il y a effectivement des données qui peuvent être partagées avec le public, surtout que ça fait quand même maintenant un peu plus de 70 ans qu'on parle du phénomène. Donc, effectivement, je trouve que Grosh est vraiment le plus intéressant, c'est sur ce point de vue-là, en fait, sur le point de vue du renseignement. Le renseignement, je rappelle, c'est son domaine, hein, c'est pas un pilote, c'est un gars des renseignements, voilà, des renseignements, donc des renseignements militaires. Donc, et c'est là-dessus qu'il a été très fort. Moi, je crois, c'est là-dessus qu'il est plus crédible, en fait, tout simplement. Je dis pas que c'est pas crédible ce qu'il dit, mais par rapport aux deux pilotes, il n'apporte pas de faits réels. David Fravor apporte un fait. Il apporte son témoignage, mais il apporte aussi des vidéos. Des vidéos qu'on connaît, du tic-tac, donc, etc. Donc, il corrobore ce qui a été filmé. Là, c'est de la matière. Là, c'est quantifiable. Ce qui n'est pas quantifiable, c'est les dires de David Grosh. De plus, moi, ce qui me gêne dans David Grosh aussi, encore un autre souci, en décryptant, en regardant plusieurs fois ses interventions, c'est qu'il dit qu'il ne peut pas dire certaines informations parce qu'elles sont classifiées. Mais il se propose, du moins il se met en avant comme lanceur d'alerte. Donc en fait, il ne peut alerter personne si il demande un certain degré d'accréditation pour avoir ce type de renseignement. Pour moi, c'est un petit peu flou cette histoire. C'est un petit peu flou cette histoire de demander à des personnes accréditées en fait, de faire une réunion privée pour qu'il explique. Mais ça veut dire que là, il lance pas l'alerte. Donc là, il lance pas l'alerte. Alors, est-ce que c'est par rapport à ces contrats qu'il a eu avec l'armée, c'est-à-dire il pourrait très bien, ça concerne la sécurité, donc intérieur du pays, donc la défense nationale, enfin la défense du pays, donc il est obligé, c'est vrai qu'il est obligé de pas tout dire. C'est normal puisqu'il a signé en fait, pour ne pas tout dire. Parce qu'il risque de la prison, ça veut dire que vous trahissez en fait tout simplement, vous trahissez en fait votre code, code militaire, votre réglementation militaire, pourquoi vous avez servi dans l'armée, donc ça il pourrait le trahir. Effectivement, on peut se mettre dans cette position-là. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'à un moment, il a dit, dans les 2h30, regardez bien les 2h30, essayez de trouver des chaînes qui traduisent, il y a aussi, il dit, je ne peux dire cette information qu'à partir du moment que je rencontre des personnes qui ont un certain niveau d'accréditation. Mais il n'y a aucun sénateur qui a un niveau d'accréditation comme ça. Les seules personnes ayant ce niveau d'accréditation, c'est des personnes du Pentagone ou des personnes officiant sur base militaire américaine qui ont un certain niveau d'accréditation. Mais c'est pas ces gens-là c'est pas ces gens travaillant au Pentagone ou sur des bases militaires américaines qui vont aller témoigner, ou qui vont dire à Grosh, vas-y, balance tout, c'est pas grave, c'est pas eux. Donc comment on peut savoir ce qu'il a dit s'il demande un certain niveau d'accréditation très haut? Il y a aucun sénateur va se présenter en la réunion avec ce niveau d'accréditation, tout simplement qu'il n'y a aucune personne du Congrès qui a ce niveau d'accréditation. Ces accréditations sont réservées aux militaires. Sachant qu'en plus que David Grosh a déclaré qu'il y avait une liste de personnes qui étaient prêtes à témoigner. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, à savoir si ces personnes sont prêtes à témoigner publiquement ou sont prêtes à témoigner en privé. Voilà. Et il y a aussi une liste de personnes tout à fait hostiles au fait de témoigner, c'est-à-dire qu'elles veulent garder l'information. Donc ça peut être par rapport à la sécurité nationale, à la défense, etc. Donc c'est à la fois, c'est intéressant, ce qu'il a dit, c'est intéressant, et d'un autre côté, on reste un peu sur notre faim. C'est un côté un peu sensationnel, je trouve, et on reste sur notre faim, et en plus il y a des ambiguïtés avec ces niveaux d'accréditation, parce que de toute façon, je ne vois pas comment on peut le Congrès peut obtenir ces informations s'il lui faut un niveau d'accréditation super élevé. Qui va lui poser ces questions
hormis quelqu'un qui est sur une base ou au Pentagone, mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais, à moins qu'un super généraux, enfin des super généraux décident de crack et puis décident directement de participer à une réunion privée avec les sénateurs et de tout dire et de lui dire bah vas-y, dis-le, voilà, dis la vérité sur ce qui se passe, etc. Ça n'arrivera jamais. Donc il y a des informations qu'on ne saura jamais, que le Congrès ne saura jamais, parce qu'ils n'ont pas le niveau d'accréditation. C'est ça le problème. Donc il y a une contradiction. Donc je note une contradiction et je note qu'il y aura encore de la rétention d'informations à cause de ces accréditations. À moins que David Grush parte des États-Unis, aille dans un autre pays et puis qu'il balance tout. Un peu comme les lanceurs d'alerte qu'on a connus. Voilà, les différents lanceurs d'alerte qu'on a connus à travers le monde, Wikileaks, etc. Si les personnes s'en vont dans un pays qui est extradé vers un autre pays, etc., ou qui s'en va vers un autre pays, il pourra peut-être tout dire. Parce qu'il sera protégé cette fois-ci. Il n'ira pas en prison. Mais là, comme il a un peu pris en tenaille, bah, du coup, il ne peut pas dire tant de choses que ça. Néanmoins, je voulais revenir aussi au cas encore de David Grush, qui nous dit que le phénomène semble complexe, est complexe. Alors ça, je voulais revenir là-dessus, sans faire de théorie, sans faire de proposer en fait de modélisation. Moi, j'ai ma propre modélisation du phénomène par rapport à mon expérience sur le terrain, mais aussi par rapport à mes recherches en fait dans la documentation. Ce que je trouve, moi, je trouve que justement, ça balaye un peu ce côté un peu roswellien de l'extraterrestre et son vaisseau. Il parle de phénomènes complexes et même dans son audition, à un moment, dans ces 2h30, vous allez voir, il va parler de choses dérangeantes qu'il a connues avec sa femme. Alors, je sais pas, j'ai pas trop compris ces choses dérangeantes. Apparemment, il aurait connu quelque chose de très dérangeant par rapport à ça. Alors, il faudrait peut-être un petit peu qu'il s'explique là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il parle de phénomènes complexes et il faut une certaine ouverture d'esprit. Donc il semble que le phénomène ne soit pas si simple que ça. Et d'ailleurs, ça corrobore certaines études qui ont été faites en amont il y a très longtemps par Bertrand Meust, Jacques Vallée, Jean Sider, etc. Je pense que ce qui a été raconté ne correspond pas à l'imagerie que vous en faites. Et je le vois sur les chaînes de YouTube, etc., de ceux qui commandent, qui ont des chaînes d'ufologie, etc., vous avez encore cette vision un peu archaïque du phénomène, alors qu'en fait, David Grush vient de dire que c'était très complexe et bien plus complexe qu'on le pense. Donc, c'est un point que je note, moi, c'est dans la modélisation du phénomène de ce qu'il vient de dire. Et ça n'a pas été retenu par grand monde. Je suis très étonné. Donc, un phénomène complexe, ce n'est pas une soucoupe volante avec des petits bonhommes à bord, sinon il l'aurait déjà décrit depuis longtemps. Un phénomène complexe. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc il faut encore aller plus loin, en fait, dans notre imaginaire, aller plus loin dans notre recherche, pour pouvoir dépasser ce côté un peu, on va dire, pop culturel, un peu anthropocentrique de l'extraterrestre et de son vaisseau, etc. C'est autre chose. C'est probablement autre chose qui pourrait être très étonnant. D'ailleurs, le cas de Ryan Graves, donc en opération militaire, etc., qui nous parle en fait de sphères avec des cubes à l'intérieur, ça correspond pas, je suis désolé, mais ça correspond pas à des vaisseaux, hein, d'accord. Et là, on va s'arrêter là, c'est-à-dire que là, c'est pas ça, et le tic-tac ressemble pas non plus à un vaisseau spatial, hein, ça ressemble à quelque chose qui est très étrange, qui part en fait à un niveau d'étrangeté quand même difficilement concevable dans notre imaginaire. C'est ce que je veux dire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les théories, ça va être trop long. Mais bon, effectivement, c'est intéressant. Alors, pour finir cette vidéo, parce que ça fait un petit moment là maintenant, on est à 45 minutes presque, et donc pour finir, je voudrais juste dire que c'est important ce qui vient de se passer, ça va permettre de libérer un peu la parole en société, d'avoir en fait un point de vue sociologique plus intéressant, on va pouvoir peut-être maintenant apporter un peu de la matière, et puis aux gens, même quand on discute par exemple autour de collègues, dans la famille, etc., là, le petit homme vert, il est parti. On a autre chose, on a quelque chose d'un petit peu plus concret, d'un petit peu plus scientifique, et puis qui concerne aussi la stratégie, la défense, etc.
Je voudrais juste faire taire les commentaires en disant, parce que j'ai vu sur Twitter, oui, mais ça n'arrête qu'aux États-Unis. Non, c'est faux. Le phénomène est mondial, c'est un phénomène mondial. Si vous vous intéressez au phénomène, c'est un phénomène qui est sur toute la planète. Ce n'est pas uniquement lié aux États-Unis, sauf qu'à la différence, les États-Unis, c'est un très grand pays et les États-Unis ont plus des moyens, ont plus de moyens. Voilà, on met plus de moyens à la recherche, probablement sur ce sujet, que n'importe quel autre pays. Donc, voilà pourquoi en fait les États-Unis font beaucoup de communication. Il faut savoir qu'aussi les États-Unis, ce sont les leaders en termes de communication. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais aussi en termes de désinformation, je le note. Je reviendrai de toute façon dans une prochaine vidéo où on peut mettre en doute aussi cet événement, tout à fait. Donc je l'expliquerai au travers d'un article d'un écrivain que j'ai rencontré. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, prenez du recul, ne tombez pas dans les hypothèses, sachez que ce qui vient de se passer est quand même important, ce n'est pas n'importe quoi, avec n'importe qui, devant n'importe qui justement, donc ça donne de la crédibilité à différents niveaux. Après, c'est à vous de faire votre propre analyse, mais n'allez pas trop vite en besogne, parce que tout ça, dans le domaine du renseignement, c'est complexe. L'ufologie, l'étude des phénomènes aériens non conventionnels, c'est complexe. Tout est complexe. Donc, faites attention à ça. Et puis, traitez le sujet le plus sérieusement possible pour être crédible. Parce que sinon, si vous n'êtes pas crédible, de toute façon, vous tomberez direct dans le mode des croyances et vous serez totalement balayé dans vos arguments. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.